Un homme sourit face à la mer. Il est bronzé, détendu, la chemise ouverte sur la poitrine, et il vient de vous dire qu'il a tout réussi. Il a trouvé l'argent, il a trouvé l'amour, il a trouvé, dit-il, la liberté qu'il cherchait depuis toujours. Regardez bien ce sourire, parce que c'est le sourire le plus dangereux que cette chaîne ait jamais filmé. Non pas parce que cet homme ment. Au contraire, cet homme est sincère. Il croit chaque mot de ce qu'il vous raconte. Et c'est exactement pour cela que vous devez rester jusqu'au bout. Je vais vous raconter la meilleure décision de ma vie. Voilà les premiers mots qu'il a prononcés en allumant sa caméra, debout sur le sable chaud d'une plage du sud de Pattaya, le vent tiède dans le dos, la mer plate et grise-bleue derrière lui. Il s'appelle Dorian. Il a 58 ans. Il vient de Nevers, dans le centre de la France, une ville de pluie fine et de ciel bas, qu'il a fui il y a quelques mois, avec 1100 € de pension par mois et absolument aucun plan. Et il a envoyé cette vidéo à cette chaîne, fièrement, joyeusement, comme on envoie une carte postale, pour dire à tous ceux qui hésitent encore, franchissez le pas, comme moi, nous avons regardé sa vidéo. Nous l'avons regardée plusieurs fois. Et nous avons décidé, avec son accord, de faire quelque chose que nous n'avions encore jamais fait sur cette chaîne. Au lieu de vous raconter l'histoire d'un homme qui a compris, après coup, ce qui lui était arrivé, nous allons vous montrer un homme qui n'a encore rien compris du tout. Un homme au bord de quelque chose qu'il ne voit pas venir. Un homme qui, en ce moment même où il sourit face à la mer, est en train de vous décrire, une par une, avec enthousiasme, les pièces d'un piège qui se referme lentement autour de lui. Il va vous donner 9 preuves de sa réussite. 9 raisons d'être heureux. Et pour chacune de ces 9 preuves, nous allons nous arrêter, vous et moi, et écouter non pas ce qu'il dit, mais ce qu'il est réellement en train de dire, parce qu'il y a un écart entre les deux. Un écart immense, un gouffre. Et cet homme se tient debout au bord de ce gouffre, en chemise ouverte, en souriant, persuadé de se tenir au sommet d'une montagne. C'est pas une histoire d'arnaque comme les autres. Il n'y a pas de méchant dans cette histoire. Pas d'escroc masqué, pas de coups montés spectaculaires, pas de disparition dramatique dans la nuit. Il y a seulement un homme fatigué qui a cru aux images et un pays qui, doucement, sans hausser la voix, va lui présenter la facture. Restez. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez lire ce que Dorian n'a jamais appris à lire. Et cette compétence-là, une fois acquise, ne vous quittera plus. Si les histoires que je vous raconte vous touchent, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « S'abonner ». Votre soutien est essentiel à la croissance de cette chaîne et me permet de consacrer du temps à la réalisation de ces vidéos, malgré mon emploi à temps plein. Merci d'être là. Écoutez-le maintenant. Voici sa première preuve, dans ses mots à lui. Le plus dur, quand on arrive ici sans rien, c'est de trouver comment gagner sa vie. Moi, j'ai trouvé. Et franchement, je suis fier de moi. Je vends des cigarettes électroniques aux touristes, sur la plage du côté de Jomtien. Je les fais venir de Chine, pas cher. Et je les revends aux Occidentaux qui débarquent et qui ont oublié les leurs. Ou qui veulent essayer. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui en cherchent. Je me fais dans les 30 000 bahts par mois, net dans ma poche. 30 000 bahts, ça fait à peu près 820 €. Ajoutez ça à ma pension, et je vis mieux ici que j'ai jamais vécu là-bas en France quand je bossais 40 heures par semaine dans mon entrepôt. Voilà. J'ai trouvé mon truc. Un petit commerce qui tourne. Il suffisait d'oser, il a fini. Il sourit. Il est fier, et cette fierté est réelle, il faut le dire tout de suite, parce que rien de ce qui va suivre n'est un jugement sur lui. Cet homme a travaillé toute sa vie. Il a porté des cartons dans un entrepôt logistique jusqu'à ce que son dos cède. 2 hernies discales, 2 opérations, une invalidité partielle à 54 ans. Il n'a jamais volé personne. Il n'a jamais rien demandé à personne. Et pour la première fois depuis des années, il a l'impression de s'être débrouillé seul, d'avoir trouvé une solution par lui-même. Cette fierté, il l'a méritée 1000 fois dans sa vie et on la lui a rarement rendue. Alors ne la lui retirons pas d'un cœur léger. Mais nous devons regarder ce qu'il vient de décrire. Et ce qu'il vient de décrire, calmement, en souriant face à la mer, c'est une infraction. Pas une petite, 2 en réalité superposées. La vente de cigarettes électroniques est purement et simplement interdite en Thaïlande. Pas réglementée, pas taxée. Interdite. Il est illégal d'en vendre, illégal d'en importer, et selon les circonstances, illégal même d'en posséder. Cette interdiction existe de longue date, depuis bien plus de 10 ans, et elle est prise très au sérieux. Les peines prévues par la loi thaïlandaise pour ce type de trafic peuvent monter dans les cas les plus lourds jusqu'à 10 années d'emprisonnement, sans compter des amendes qui dépasseraient de très loin tout ce que Dorian possède au monde. Ce que Dorian appelle mon petit truc, ce que Dorian appelle un commerce qui tourne, c'est, en droit thaïlandais, un délit douanier doublé d'un délit commercial. Et ce n'est pas tout.
Même s'il vendait des tomates ou des sandwichs, même s'il vendait la chose la plus innocente du monde, Dorian n'a pas le droit de travailler en Thaïlande. Il est entré avec un simple tampon de touriste. Un touriste ne peut exercer aucune activité rémunérée, aucune, pas même bénévole dans certains cas. Vendre quoi que ce soit à qui que ce soit sur cette plage, sans permis de travail, c'est déjà une infraction au code du travail des étrangers. Dorian cumule donc 2 illégalités qui se renforcent, il travaille sans autorisation et il vend un produit prohibé. Il l'ignore totalement. Personne ne le lui a dit. Il a vu d'autres occidentaux le faire sur la plage, il a trouvé ça normal, il s'est lancé. Or, il faut comprendre où il s'est lancé. La police thaïlandaise, ces dernières années, a considérablement durci sa surveillance des étrangers qui travaillent au noir, et les plages touristiques de Pattaya sont parmi les lieux les plus contrôlés du royaume. Un homme seul, occidental, qui installe chaque jour son petit étal informel de produits importés et prohibés sur le sable de Jomtien, n'est pas invisible. Il est, au contraire, exactement le profil que les contrôles cherchent. Alors écoutez bien ce que Dorian vient de vous offrir comme première preuve de sa réussite. Il vous a dit « J'ai trouvé comment gagner ma vie ». Ce qu'il vous a réellement dit, sans le savoir, c'est « J'ai trouvé comment risquer chaque jour la prison, la saisie de tout ce que je possède et l'expulsion pour 800 € par mois. Sa réussite n'est pas une réussite, c'est un compte à rebours. » Et il vient de le filmer, de le publier et de vous inviter à faire pareil. Gardez cette première pièce en tête, elle est le socle de tout le reste. Parce que ces 820 € illégaux, vous allez le voir, ne sont pas de l'argent de côté. Ce ne sont pas des économies. Ce sont des euros qui chaque mois viennent boucher exactement un trou. Et ce trou porte un nom. Passons à sa deuxième preuve. Il change de ton. Sa voix s'adoucit. Il sourit autrement, maintenant d'un sourire plus intérieur. Et puis à fond, c'est ma copine. Elle a 30 et 1 an. Et elle est magnifique, vraiment. Je l'ai rencontrée il y a 8 mois dans un petit bar, du côté de Swabuakao. Le premier soir, elle m'a regardé. Et elle a senti tout de suite que j'étais différent. Pas comme les autres occidentaux qui viennent ici pour se saouler et pour draguer. Elle me l'a dit, toi tu es quelqu'un de bien, je le vois. Et vous savez quoi? Elle a arrêté de travailler au bar, pour moi. Elle a tout arrêté pour rester avec moi. On me raconte que les filles ici sont vénales, qu'elles ne pensent qu'à l'argent, qu'il faut se méfier. Mais Fawn, c'est tout le contraire. Elle m'aime pour ce que je suis. Un type simple, avec une petite pension et un dos en vrac. Elle pourrait avoir un homme riche, et elle a choisi moi. Ça n'a pas de prix. Arrêtons-nous, et arrêtons-nous doucement, parce que nous entrons ici dans la partie la plus délicate de toute cette histoire, celle où il serait le plus facile d'être cruel, et où il faut au contraire être le plus tendre. Dorian vient de décrire, mot pour mot, un scénario que cette chaîne a documenté des dizaines de fois. Chaque élément est là, dans l'ordre. La rencontre dans un bar, le regard qui s'attarde le premier soir. La phrase « toi, tu es différent des autres » qui peut être la phrase la plus universellement répétée dans ce genre de récit, parce qu'elle fait exactement ce qu'elle doit faire. Elle sépare l'homme du troupeau, elle lui dit qu'il est vu, qu'il est spécial, que parmi tous les occidentaux fatigués qui passent, lui seul a été reconnu pour sa vraie valeur. Puis vient, elle a arrêté de travailler pour moi, qui transforme une décision commerciale en preuve d'amour. Et enfin, le renversement final, le plus efficace de tous, on me dit de me méfier des filles vénales, mais elle, c'est le contraire. Cette phrase-là est un chef-d'œuvre. Parce qu'elle utilise la méfiance elle-même comme preuve de confiance. Dorian s'est vacciné contre le doute en se répétant qu'il a déjà envisagé le doute et qu'il l'a écarté. Il n'y a pas de serrure plus solide qu'une serrure qu'on croit avoir déjà vérifiée. Alors comprenons ce qui se passe réellement. Fawn n'est pas une méchante femme. Elle non plus. Retenez bien cela. Elle fait, elle aussi, ce que sa situation lui commande de faire. Elle travaillait dans un bar de Swabuakao, l'une des rues les plus denses de la vie nocturne de Pattaya, un endroit de néons rose et bleu, de musique qui sort de 30 établissements en même temps, de trottoirs pleins d'hommes seuls venus du monde entier. Dans cet univers-là, un homme comme Dorian représente quelque chose de précis, pas une fortune, justement pas. C'est tout l'intérêt et toute la tristesse de cette histoire. Parce que voyez-vous, les grandes structures d'escroquerie amoureuse, celles qui montent des mises en scène élaborées sur des mois qui font croire à des mariages, qui vident des comptes d'épargne entiers, ces structures-là ne s'intéressent pas à un homme qui touche 1100 € de pension. Il ne rapporte pas assez. Le calcul ne vaut pas l'effort. Dorian, avec sa petite pension et son dos cassé, n'est pas une cible rentable pour une grande arnaque, mais il est parfait pour autre chose.
Il est parfait pour une extraction lente, modeste, diffuse, quotidienne. Pas un grand coup. Un petit prélèvement continu. On n'a pas besoin de le ruiner. Elle a besoin qu'il paie le loyer, les repas, les sorties, quelques cadeaux, une aide de temps en temps pour une petite urgence familiale. Additionnez tout cela et vous obtenez chaque mois l'équivalent d'environ 10 000 bas qui passent de la vie de Dorian à celle de fond, sans qu'aucune ligne ne soit jamais franchie de manière visible. 10 000 bas, environ 275 €. Rien de spectaculaire. Aucune facture dramatique. Aucune demande brutale. Et c'est précisément cette absence de drame qui rend Dorian totalement aveugle. Il attend un piège spectaculaire, celui des vidéos, celui des histoires qu'on lui a racontées. Il guette le grand coup. Il ne verra jamais le petit filet d'eau qui, goutte à goutte, vide le réservoir. Elle a arrêté de travailler pour moi. Réentendez cette phrase avec ce que vous savez maintenant. Elle a quitté un travail où elle devait servir des dizaines d'hommes chaque soir pour un arrangement où un seul homme couvre l'essentiel de ses besoins et lui laisse ses journées libres. Du point de vue de fond, c'est pas un sacrifice amoureux. C'est une amélioration de sa situation de travail. Elle a échangé beaucoup de clients incertains contre un client unique et fiable. Et Dorian lui appelle cet arrangement de l'amour et il pleure presque en le racontant. Encore une fois, ne le méprisez pas. Demandez-vous plutôt, honnêtement, si vous êtes sûr que vous, à sa place, seul humilié par 2 divorces, fatigué de la grisaille, avec une femme jeune et douce qui vous regarde chaque matin comme si vous valiez quelque chose, vous auriez su faire la différence. La plupart des hommes qui figurent dans nos dossiers étaient plus instruits que Dorian, plus prévenus que Dorian, plus riches que Dorian. Cela ne les a pas sauvés. Ce qui piège ici n'est pas la bêtise, c'est le besoin. Et le besoin ne se mesure pas au quotient intellectuel. 3e preuve. Il enchaîne, toujours souriant, comme s'il donnait un argument imparable. Et on ne vit pas au crochet l'un de l'autre, je précise. On partage, on habite ensemble dans mon studio et on partage les frais. Moi, je paie le loyer, elle paie la nourriture quand elle peut. C'est un couple normal, quoi. Chacun met ce qu'il peut. Je sais qu'on va me dire « tu payes tout, elle profite », mais non, on fonctionne comme n'importe quel couple qui gère son budget à 2. Voilà. Quand elle peut, 2 mots. Retenez-les, parce que tout est dans ces 2 mots, et Dorian les a prononcés sans même les entendre. Regardons les chiffres réels. Ce que Dorian ne fait jamais, parce qu'il n'aime pas les chiffres, parce que l'école l'a lâché à 16 ans, et que compter le renvoie à une humiliation ancienne. Le loyer de son studio est de 12 000 bas par mois, soit environ 330 €. Dorian le paie, en totalité. Chaque mois, les courses alimentaires du quotidien, le riz, les légumes, les plats du marché, l'eau, le gaz, Dorian les paie en totalité. Les factures, l'électricité qui grimpe avec la climatisation dans la chaleur, le forfait du téléphone, Dorian les paie. Les sorties, les bières partagées, les repas au restaurant du coin, les petits plaisirs du dimanche, Dorian en règle environ les 7/10. Et Fond paie quand elle peut. Or, dans les faits, Fond ne peut presque jamais. Elle contribue juste assez, de temps à autre, un petit repas offert, une addition réglée devant témoin, pour que la fiction du partage tienne debout. Ces contributions occasionnelles ne servent pas à équilibrer le couple. Elles servent à entretenir la croyance de Dorian. Elles sont le maquillage d'un déséquilibre total. Un couple où l'un paie tout et l'autre paie quand il peut, et où le second ne peut presque jamais, n'est pas un couple qui partage. C'est un couple où l'un finance l'existence de l'autre en croyant partager les frais. Mais il y a plus grave. Et c'est là que les pièces commencent à s'emboîter. Avant l'arrivée de Fond, Dorian vivait avec 1 100 € par mois, sa seule pension. Depuis qu'elle partage son studio, son coût de vie réel est monté à environ 1 500 € par mois, 400 € de plus chaque mois apparu avec elle. Et d'où sortent ces 400 €? De la pension? Non, la pension n'a pas bougé. Ils sortent, très exactement, des cigarettes électroniques. De l'activité illégale. Souvenez-vous de la première preuve. Ces 800 € que Dorian était si fier d'avoir trouvés, ces 800 € illégaux qu'il présentait comme sa liberté conquise, ne financent pas une vie meilleure. Ils financent le surcoût créé par Fond. Le petit commerce prohibé et la petite amie économique ne sont pas 2 réussites séparées. Ce sont les 2 moitiés d'un même mécanisme. L'un crée le déficit, l'autre le comble, et il ne reste à la fin aucune marge, pas 1 € de sécurité. Comprenez bien ce que cela signifie. Dorian a monté, sans le vouloir, un système parfaitement équilibré et parfaitement fragile, dans lequel il prend chaque jour un risque pénal majeur, non pas pour s'enrichir, non pas pour mettre de l'argent de côté,
non pas pour construire, mais simplement pour maintenir à flot une relation dans laquelle il donne tout et croit partager. Il risque 10 ans de prison pour financer le déficit d'un amour qui n'existe que dans un sens. Et il appelle ça fonctionner comme un couple normal. 4e preuve, il devient presque joyeux, il fait de grands gestes vers le décor autour de lui. Et puis surtout, la vie ici, elle est pas chère. C'est ça que les gens comprennent pas en France. Ici, je mange un pad thaï pour 50 bahts. 50 bahts. Ça fait même pas 1,50 €. Une bière, 4,20 bahts. Ma moto, je l'ai achetée 7000 bahts d'occasion. Et je mets 20 bahts d'essence dedans et je roule toute la journée. Je vis comme un roi pour presque rien. En France, avec 1100 €, tu crèves, tu comptes chaque centime, tu peux même pas te payer un resto. Ici, avec la même somme, tu vis comme un pacha. Voilà pourquoi je suis parti. Euh, voilà pourquoi il a raison sur les prix. C'est ce qui rend le piège si efficace. Le pad thaï coûte bien 50 bahts. La bière coûte bien 80 bahts. Tout ce qu'il énumère est vrai, au centime près. Et pourtant, cette liste de petits prix est un mensonge complet. Pas parce que les chiffres sont faux, mais parce qu'ils sont incomplets. Dorian fait la comptabilité d'un touriste en vacances, alors qu'il mène la vie d'un résident permanent. Ce sont pas les mêmes comptes. Ce sont pas du tout les mêmes comptes. Cette erreur, nous l'avons vue tant de fois. Un homme arrive, additionne le prix des plats et des bières, conclut qu'on vit ici pour 3 fois rien, et construit toute sa décision de vie sur cette addition. Puis les mois passent, puis les années, et il découvre une par une les lignes qu'il avait oubliées. Il découvre que la monnaie thaïlandaise se renforce face à l'euro, et que sa pension convertie achète chaque année un peu moins. Il découvre les frais administratifs qui reviennent, les allers-retours à la frontière, les documents, les timbres, les photocopies, les intermédiaires. Il découvre l'inflation locale discrète mais réelle qui grignote le prix du plat à 50 bahts. Et surtout, il découvre le poste de dépense que Dorian n'a pas mentionné une seule fois. Celui qui, à 58 ans, va tout décider. La santé. Dorian a 58 ans. Il a un dos réparé 2 fois, fragile pour toujours, et il n'a aucune assurance santé. Aucune. Pas une couverture, pas une mutuelle, rien. Tant qu'il est en bonne santé, la vie à 50 bahts, le repas tient debout. Mais un homme de cet âge, dans un pays chaud, sur une moto, sans casque le plus souvent, dans une ville où la circulation est un chaos permanent de motos, qui se croisent dans tous les sens sous une chaleur écrasante, cet homme est à un accident, à une chute, à un problème cardiaque, à une simple infection sérieuse, de voir toute sa comptabilité de touriste s'effondrer en une seule nuit. Une hospitalisation dans une clinique privée thaïlandaise peut coûter, en quelques jours, plus que ce que Dorian gagne en une année entière. Et Dorian n'a pas de quoi payer une seule de ses journées. Alors quand il dit je vis comme un roi pour presque rien, il faut entendre je vis bien tant que rien ne m'arrive. Sa royauté ne tient qu'à une condition. Et cette condition, à son âge, avec son corps, dans cet environnement, ne tiendra pas éternellement. Le vrai coût de sa vie n'est pas le prix du pad thaï. Le vrai coût de sa vie, c'est le prix de la première urgence médicale qu'il ne pourra pas payer. Et ce prix-là, il ne l'a pas mis dans son calcul, parce qu'un homme qui fuit ne compte jamais le prix de ce qu'il fuit. 5e preuve. Il baisse un peu la voix sur le ton de la confidence, celui qu'on prend pour partager un bon plan entre initiés. Pour les papiers, je vais vous dire, je me complique pas la vie, je vis avec un visa touristique, tout simplement. Tous les mois, je prends un minibus, je vais à la frontière du Cambodge, je sors, je rentre, et hop, on me remet un tampon pour 30 jours. Ça s'appelle un aller-retour à la frontière. Ça coûte 3 fois rien, ça prend une journée, et c'est tranquille, aucun problème. Ça fait des mois que je fais ça. Franchement, tous ces gens qui se prennent la tête avec les visas longue durée, les papiers, les comptes bancaires, moi je comprends pas. Il suffit de sortir et de rentrer. C'est simple. C'est simple. Et pendant un temps, en effet, ça l'a été. C'est tout le problème, ça a marché. Ça marche encore pour l'instant. Et c'est cette réussite provisoire qui va le perdre parce qu'il l'interprète comme une règle stable alors qu'elle n'est qu'un sursis. Voici ce que Dorian ignore. Cet enchaînement d'entrées et de sorties par la frontière terrestre, cette méthode qu'il croit éternelle et infaillible, a été précisément visée par un durcissement récent de la réglementation thaïlandaise.
Depuis peu, les autorités limitent le nombre de jours qu'un étranger peut cumuler sous simple exemption de visa lorsqu'il entre par voie terrestre. Concrètement, on ne peut plus indéfiniment sortir au Cambodge et revenir pour glaner un nouveau tampon de 30 jours. Au-delà d'un certain total de jours cumulés sur une période donnée, l'entrée est tout simplement refusée. La porte se ferme, on vous fait demi-tour. Dorian n'a pas encore été pris pour une seule raison, parce que sa pratique est récente et qu'il n'a pas encore atteint le seuil fatidique. Chaque sortie qu'il croit anodine, chaque retour qu'il croit gagner, est en réalité enregistré dans le système. Le compteur tourne, invisible à chaque tampon. Dorian pense passer entre les mailles du filet. En vérité, il tricote lui-même, tampon après tampon, le filet dans lequel il va se prendre. À la prochaine sortie, ou à celle d'après, un agent regardera l'historique de ses entrées, verra qu'il a dépassé le plafond autorisé et refusera de le laisser rentrer. Et là, imaginez la situation, imaginez le décor. Un poste frontière terrestre entre la Thaïlande et le Cambodge, sous une chaleur de plomb, la poussière, les camions, les fils, les rabatteurs. Dorian a quitté la Thaïlande le matin, tranquille, persuadé de rentrer le soir même dans son studio. Sauf que le soir, on ne le laisse pas rentrer. Toute sa vie est de l'autre côté de cette frontière. Fond est de l'autre côté. Son studio est de l'autre côté. Sa marchandise, ses affaires, son existence entière sont de l'autre côté d'une ligne qu'on vient de lui interdire de franchir. Il se retrouve coincé dans un pays où il ne connaît personne, sans plan, sans solution longue durée préparée, sans les moyens de basculer vers un visa régulier, parce que rappelez-vous, il n'a jamais rien anticipé. C'est simple, dit Dorian. Oui, tant que le compteur n'a pas atteint le plafond, mais il l'atteindra. C'est mathématique. Ce n'est même pas une question de malchance. C'est une question de date. Et ce jour-là, la simplicité qu'il a tant vantée se transformera en l'espace d'un tampon refusé, en la crise la plus brutale de sa nouvelle vie. 6e preuve. Son visage s'illumine, sincèrement ému. C'est visiblement ce dont il est le plus fier. Et le plus beau, je l'ai gardé pour la fin. Fond et moi, on va se marier, on veut faire les papiers. Et je vais vous dire un truc qui va vous prouver que c'est du vrai. C'est elle qui me l'a demandé. C'est elle. Une femme comme ça, qui demande à un homme comme moi de l'épouser. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la preuve de son amour. On va faire ça dans les 6 mois. Et une fois qu'on sera mariés, tout sera réglé. Je serai chez moi ici pour de bon. Un homme marié à une Thaïlandaise, il est tranquille, il a ses papiers, sa place, j'aurai enfin une vraie famille. Il faut prendre cette preuve avec beaucoup de précaution. Parce qu'elle touche à ce que Dorian a de plus tendre, ce désir immense et vieux d'avoir enfin une famille, lui qui a raté 2 mariages, lui qui ne voit presque plus son fils, lui dont les parents sont morts, ce désir-là est noble, il n'y a rien à en dire de mal, mais autour de ce désir noble se sont refermées 2 erreurs, et ces 2 erreurs vont lui coûter cher. La première erreur concerne l'amour lui-même. C'est elle qui me l'a demandé, ça prouve que c'est du vrai. Réfléchissez à cette logique avec ce que vous avez appris depuis le début de cette vidéo. Fond a proposé le mariage. Et Dorian en conclut qu'une femme qui propose le mariage ne peut pas avoir de calcul. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait comprendre. Une relation informelle peut s'arrêter du jour au lendemain, sans conséquence, sans lien. Un mariage, lui, crée des droits et des obligations. Il attache. Il formalise l'accès. Du point de vue d'une extraction lente et durable, formaliser le lien n'est pas un renoncement au calcul. C'est sa consolidation. Cela ne veut pas dire que Fond ourdit un complot sombre. Cela veut dire, plus simplement, que Dorian lit comme une preuve d'amour désintéressé ce qui est aussi mécaniquement une sécurisation de la relation économique dont elle vit. Et il ne peut pas voir cette double lecture, parce qu'il a trop besoin que ce soit de l'amour pur. La seconde erreur est juridique, et elle peut être encore plus cruelle, parce qu'elle repose sur une croyance totalement fausse. Dorian pense qu'épouser une Thaïlandaise réglera automatiquement la question de ses papiers. Un homme marié, il est tranquille, il a ses papiers. C'est faux. En Thaïlande, le mariage avec une ressortissante thaïlandaise ne donne pas, en lui-même, le droit de séjourner dans le pays. Le simple fait d'être marié ne transforme pas un touriste en résident. Il existe bien un visa réservé aux conjoints étrangers, mais il est soumis à des conditions financières précises et notamment à l'obligation de disposer d'une somme importante déposée sur un compte bancaire thaïlandais au nom de l'étranger, une somme de l'ordre de 400 000 bahts, soit environ 11 000 euros. 11 000 euros, relisez le début de cette histoire. Dorian est parti avec environ 6 000 euros d'économie
et un petit crédit à la consommation encore en cours par-dessus. Il n'a pas 11 000 euros, il ne les a jamais eus, il n'a aucun moyen d'atteindre cette somme, encore moins de la laisser dormir, immobilisée, sur un compte. Autrement dit, le mariage dont il rêve, ce mariage qu'il présente comme la solution à tous ses problèmes de papier, ne lui donnera précisément pas les papiers qu'il croit. Il lui donnera un époux, des obligations, des responsabilités légales et financières envers fonds, et strictement aucune sécurité de séjour en échange. Il va s'attacher juridiquement sans se protéger juridiquement, il va acquérir tous les devoirs d'un mari et aucun des droits qu'il imagine. C'est peu être le point de cette histoire où l'écart entre le rêve de Dorian et la réalité thaïlandaise est le plus large et le plus douloureux. Il croit ouvrir une porte. Il signe, en réalité, un engagement qui l'expose davantage, sans rien lui garantir. Et il le fait le cœur battant, en croyant enfin toucher au bonheur d'une famille. 7e preuve, il est lancé, il ne peut plus s'arrêter, l'enthousiasme le porte, et on va pas s'arrêter là, on a des projets. On veut ouvrir un petit bar ensemble, du côté de Jomtien, un endroit sympa, tranquille. Fon s'en occupera, elle connaît le métier, elle a l'habitude, sa cousine va l'aider, elle s'y connaît aussi, elle a des contacts. Et moi, je serai là le soir, avec les clients, à discuter, à passer de bonnes soirées. On sera notre propre patron. Vous imaginez, à mon âge, devenir patron d'un bar au bord de la mer en Thaïlande. Voilà ce que la vie peut offrir quand on ose. C'est ici que l'exposition juridique et financière de Dorian atteint son sommet absolu. Tout ce qui précédait était grave. Ceci est pire. Parce que jusqu'à présent, Dorian mettait en jeu sa liberté et son confort. Là, il s'apprête à mettre en jeu tout ce qui lui reste au monde. Écoutons la structure de ce projet. Un bar dont Fon s'occupera avec l'aide de sa cousine qui a des contacts. Traduisons. Un étranger n'a pas le droit de détenir la majorité d'un commerce en Thaïlande. La loi l'interdit. Pour contourner cette interdiction, un montage très courant consiste à mettre l'entreprise au nom de partenaires thaïlandais qui détiennent la majorité sur le papier, pendant que l'étranger apporte l'argent. Sur le papier, ce sont eux les propriétaires. Dans les faits, c'est lui qui a tout financé. Et si les choses tournent mal, l'étranger n'a juridiquement presque aucun recours, parce que juridiquement, ce bar ne lui appartient pas. Cette cousine, ce personnage flou qui surgit dans le récit au moment précis où il est question d'argent, cette cousine qui a des contacts et qui s'y connaît, a toutes les caractéristiques d'un actionnaire de paille. Une personne recrutée pour figurer comme propriétaire officiel, afin de capter légalement l'argent d'un étranger qui, lui, n'aura aucun droit sur ce qu'il a payé. Nous avons vu ce montage se répéter dans plusieurs de nos dossiers, toujours selon le même schéma, toujours avec la même issue, et l'issue, elle est presque toujours la même. L'étranger injecte ses économies dans le bar. Il paie l'installation, le mobilier, le stock initial, la caution, les premiers loyers, les licences, les pots de vin nécessaires ici et là. Il vide ce qui lui reste. Puis, pendant quelques mois, l'euphorie, puis les premières difficultés, puis les tensions, puis un jour, l'homme se retrouve écarté de son propre bar, parce qu'il n'en a jamais été le propriétaire légal, parce que tout était au nom des autres, et qu'on n'a plus besoin de lui maintenant que l'argent est dedans. Perte totale de l'investissement, généralement en 1 an et demi à 2 ans et demi, suivi très souvent de l'expulsion quand par-dessus le marché, le statut de séjour n'était pas en règle. Ce que nous avons documenté à plusieurs reprises, sous d'autres noms, dans d'autres décors, avec d'autres visages, mais toujours la même chute. Et rappelez-vous de qui nous parlons. Dorian a environ 6 000 euros. C'est tout. C'est le dernier coussin entre lui et le vide. Si Dorian injecte ces 6 000 euros, plus tout ce qu'il aura pu gratter d'ici là avec ses cigarettes électroniques, dans un bar dont il ne sera jamais le propriétaire légal, géré par une compagne qui vit de lui et une cousine qui a des contacts. Alors il aura fait la chose la plus dangereuse qu'un homme dans sa situation puisse faire. Il aura transformé sa dernière réserve de sécurité en un pari qu'il est presque certain de perdre. Et il le raconte, souriant comme le couronnement de sa réussite. Devenir patron d'un bar au bord de la mer. Il ne sera pas patron. Il sera bailleur de fonds sans titre de propriété. Le patron, ce sera quelqu'un d'autre. 8e preuve. Une ombre passe brièvement sur son visage, la première de toute la vidéo, mais il la chasse aussitôt d'un sourire. Bon, il y a bien ma famille en France qui comprend pas trop. Mon fils Kylian, il a 10 à 8 ans. Il est en apprentissage à Nevers. Et mon ex-femme, Sabrina, la mère de Kylian, eux, ils prennent pas mes nouvelles très au sérieux.
Ils pensent que je fais une bêtise, que je vais me casser la figure. Mais je les connais. Un jour, ils viendront me voir ici. Ils verront la mer, ils verront mon fond, ils verront ma vie et ils changeront d'avis. Ils comprendront que j'avais raison. C'est juste une question de temps. En attendant, je les laisse dire. C'est juste une question de temps. Et c'est vrai que c'est une question de temps. Mais pas dans le sens où Dorian l'entend. Le temps va pas rapprocher sa famille de lui. Le temps va l'en éloigner, un peu plus chaque année, jusqu'à ce que la distance devienne irréversible. Et cette illusion-là, l'illusion de la réconciliation qui viendra plus tard, nous l'avons vue tant de fois qu'elle nous serre le cœur à chaque nouvelle occurrence. Regardons la réalité de ce lien. Kylian a 10 à 8 ans. Il commence sa vie d'adulte. Il entre dans le monde du travail, il va rencontrer des gens, tomber amoureux, construire ses propres repères, sans son père à côté de lui. Or, c'est précisément à cet âge, dans ces années-là, que se scelle ou se défait le lien entre un père et son fils devenu grand. Ce sont pas des années qu'on rattrape. Chaque saison que Dorian passe à l'autre bout du monde est une saison de la vie de Kylian qu'il ne vivra pas, un moment qu'il n'aura pas partagé, une conversation qui n'aura pas eu lieu. Ces absences ne s'additionnent pas simplement. Elles se cristallisent, elles finissent par former une habitude de l'absence, une normalité du père lointain, et cette normalité, une fois installée, ne se renverse pas d'un coup de baguette lors d'une hypothétique visite au bord de la mer. Parce que la visite, justement, n'aura probablement jamais lieu. Dorian imagine son fils et son ex-femme débarquant un jour en Thaïlande, séduits, convaincus. Mais pourquoi viendrait-il? Un billet coûte cher. Un apprenti de 10 à 8 ans n'a pas les moyens de traverser la planète. Une ex-femme qui a refait sa vie n'a aucune raison de venir contempler le nouveau bonheur de l'homme qu'elle a quitté. Cette visite qui doit tout réparer n'est pas un projet, c'est un fantasme. Un fantasme qui permet à Dorian de supporter la froideur actuelle de sa famille en se disant qu'elle est provisoire. Mais elle n'est pas provisoire. Elle est en train de devenir permanente sous ses yeux pendant qu'il regarde ailleurs. Et voici ce qui rend cette 8e preuve peut être plus grave encore que toutes les autres. Un jour, quand l'un des autres pièges se refermera, quand il sera arrêté ou refoulé à la frontière, ou ruiné par le bar, ou frappé par une urgence médicale qu'il ne pourra pas payer, ce jour-là, Dorian aura besoin de sa famille. Il aura besoin d'un fils qui décroche le téléphone, d'une main tendue depuis la France, de quelqu'un vers qui se tourner. Or, c'est exactement ce lien-là qu'il est en train de laisser se déliter aujourd'hui, tranquillement, en se disant qu'il le retrouvera plus tard. Il dépense son unique filet de sécurité humain au moment même où il construit toutes les raisons d'en avoir un jour désespérément besoin. Et il ne le voit pas. Il sourit et il dit c'est juste une question de temps. 9e preuve, et c'est le sommet. Il regarde la caméra bien en face, il ouvre grand les bras vers la mer derrière lui, il rayonne. Alors voilà, si c'était à refaire, je referais 10 fois. 10 fois, vous entendez? C'est la meilleure décision de ma vie. J'ai trouvé l'argent, j'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé ma place. Et à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui hésitent, qui en ont marre de leur vie grise, je dis, n'hésitez pas, franchissez le pas, faites comme moi, la vie est courte. Le bonheur, il est là, il vous attend. Il suffit d'oser. Il faut le laisser finir. Il faut laisser ce sourire s'installer, entier, sans le couper, parce que c'est le moment le plus important de toute cette vidéo, et c'est le moment où vous, qui avez écouté depuis le début, vous savez déjà tout ce que le narrateur va dire. Vous avez plus besoin de moi en réalité. Vous avez appris à lire. Alors relisons ensemble une dernière fois ce que Dorian vient de vous offrir comme la conclusion triomphale de sa réussite. Il vous a dit qu'il a trouvé un commerce qui marche. Il exerce en réalité une activité doublement illégale, punie dans les cas les plus lourds de jusqu'à 10 ans de prison, sur l'une des plages les plus surveillées du pays. Il vous a dit qu'il vit sous un visa bien pratique. Ce visa est en réalité un sursis que le prochain ou l'avant-prochain passage de frontière viendra invalider, le laissant potentiellement coincé du mauvais côté d'une ligne, séparé de toute sa vie. Il vous a dit qu'il a trouvé l'amour d'une femme qu'il aime pour lui-même. Il vit en réalité avec une compagne qui reproduit presque à la lettre un scénario d'extraction financière lente et diffuse que cette chaîne a documenté des dizaines de fois. Il vous a dit qu'il partage les frais comme un couple normal. Ils financent en réalité la quasi-totalité de leur vie commune avec de l'argent illégal, sans la moindre marge de sécurité. Il vous a dit que la vie ici ne coûte presque rien. Il oublie en réalité qu'il n'a aucune assurance santé à 58 ans et qu'une seule urgence médicale peut anéantir toute sa comptabilité de touriste en une nuit. Il vous a dit qu'il va se marier et que tout sera réglé. Ce mariage ne lui donnera en réalité aucun droit de séjour, faute des 11 000 € qu'il n'a pas, mais lui créera des obligations bien réelles. Il vous a dit qu'il va ouvrir un bar et devenir son propre patron. Il s'apprête en réalité à confier ses dernières économies à un montage dont il ne sera jamais le propriétaire légal et qu'il a toutes les chances de perdre en entier. Il vous a dit que sa famille finira par comprendre.
Il est en réalité en train de laisser mourir le seul lien humain qui pourrait le sauver le jour où tout s'effondrera. Et il vous a dit, si c'était à refaire, je le referais 10 fois. Dorian n'a pas trouvé l'argent. Il a trouvé une infraction. Il n'a pas trouvé l'amour. Il a trouvé une structure familière, patiente, adaptée à sa faible valeur, précisément calibrée pour le maintenir viable juste assez longtemps pour rester exploitable. Il n'a pas gagné sa liberté. Il a suspendu un fil. Et ce fil, tampon après tampon, mois après mois, se tend un peu plus chaque jour. Il n'a rien vu de tout cela. Il sourit face à la mer, il ouvre les bras, il vous invite à faire comme lui. Et c'est peut être la chose la plus vertigineuse que cette chaîne ait jamais montrée. Un homme qui filme sa propre chute en croyant filmer son bonheur et qui vous tend la caméra pour que vous filmiez la vôtre. Il a filmé cette vidéo il y a quelques mois. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu depuis. C'est la vérité et c'est la première fois que cette chaîne vous laisse sur une histoire dont elle ne connaît pas la fin. Nous ne savons pas s'il a été arrêté sur le sable de Jontien, un matin, au milieu de ses cigarettes électroniques. Nous ne savons pas s'il a été refoulé à la frontière du Cambodge, un soir, séparé d'un seul coup de tout ce qu'il possède. Nous ne savons pas si le bar a englouti ses derniers euros, ou si une chute de moto sans assurance l'a mis à genoux, ou si Fond est simplement parti le jour où il n'a plus rien eu à donner. Nous ne savons pas s'il sourira encore dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Nous ne savons même pas s'il est encore en Thaïlande à l'instant où vous regardez ceci. Mais voici ce que nous savons. Nous savons que sa vidéo, telle qu'elle est, contient déjà tout ce qui fera son histoire. Tout était là, dès le début, dans son sourire. Chaque piège qu'il vous a présenté, comme une réussite, était une pièce du mécanisme qui décidera de son sort. Il n'y avait rien à ajouter, il n'y avait qu'à écouter autrement. Et c'est cela, exactement cela, que vous avez appris à faire pendant que vous le regardiez. Alors laissez-moi vous dire une dernière chose, et elle s'adresse à certains d'entre vous en particulier. Si, au début de cette vidéo, le récit de Dorian vous a paru convaincant, si son sourire vous a donné envie, si vous vous êtes surpris à penser « après tout, il a peut être raison, la vie est courte, il suffit d'oser », alors écoutez-moi bien, ce n'est pas une honte, ce n'est pas un défaut d'intelligence, c'est au contraire le signe le plus clair que vous êtes exactement le profil que ce genre d'aventure attend. Les hommes qui tombent dans ces histoires ne sont pas des imbéciles. Ce sont des hommes fatigués, seuls, humiliés parfois, qui ont besoin qu'on leur dise qu'ils valent quelque chose. Dorian était l'un d'eux. Il est possible que vous en soyez un aussi, ou l'un de vos proches. Un frère, un père, un ami, un voisin qui regarde ces vidéos joyeuses le soir en buvant une bière et qui commence à rêver. Un homme qui vous dit avoir tout trouvé, sans plan, sans budget, sans un mot de la langue, sans papier en règle, sans famille autour de lui, cet homme ne vous ment pas. Il ne cherche pas à vous tromper. Il se ment à lui-même de toute sa sincérité, de tout son besoin, et il continuera à se le dire jusqu'au jour où la Thaïlande, calmement, sans colère, le rappellera à la vérité. Ce jour viendra. Il vient toujours. Et maintenant que vous avez appris à voir ce que Dorian ne voyait pas, vous ne pourrez plus jamais regarder ce genre de sourire de la même manière. C'est le seul cadeau qu'une chaîne comme celle-ci puisse vous faire, et je vous l'offre du fond du cœur. Ne soyez pas le prochain à filmer votre propre chute en croyant filmer votre bonheur. Si cette histoire vous a appris à regarder autrement, abonnez-vous, restez avec nous, et partagez-la autour de vous, surtout à celui dans votre entourage dont le sourire, ce soir, ressemble un peu trop à celui de Dorian. Vous lui rendrez peu être, sans le savoir, le plus grand service de sa vie,